Bienvenue sur la chaîne Déstructuration pas à pas des idées reçues. Je reprendrai l'exposé commencé la semaine dernière, la semaine prochaine. En attendant, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter quelque chose qui est toujours en lien avec ce que l'on a vu la semaine dernière. C'est l'expérience du ghetto. C'est un an dans la cité des enfants perdus. Vous me l'accorderez, c'est un drôle de nom pour une cité. Donc, c'est Manuel Boucher qui est l'initiateur de cette expérience. Il l'a publié dans Déviance et Société en 2009, dans le volume 33, numéro 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pages 221 à 248. Manuel Boucher a donc suivi une dizaine de jeunes dont le leader est Stomy, accompagné de Roger, d'Abou et de son clan. Ici, quand on parle de clan, il ne s'agit pas de jeunes organisés de façon hiérarchisée, avec des objectifs en matière de délinquance, autrement dit des jeunes qui s'inscriraient dans un gang. Non, ici ce sont des jeunes qui sont regroupés spontanément sur des bases qui sont ludiques, affectives, relationnelles, générationnelles, sociales et territoriales. C'est ce que nous dit Cohen en 1955 et Venkatesh le confirme en 1997. Donc nous sommes ici dans de la sociologie, donc on va utiliser l'observation directe, mais aussi des entretiens qui sont collectifs et individuels. Si la méthodologie t'intéresse, n'hésite pas à retrouver le texte. Le thème principal sera donc l'inhibition de la violence ou la production de la violence. Et donc il faut savoir que la particularité de ce groupe que l'on va suivre, eh bien, c'est qu'ils sont investis dans le milieu hip-hop. Ils ont une vingtaine d'années, la plupart sont soit déscolarisés, soit au chômage. Ils sont d'origine africaine, haïtienne et antillaise. Les gens au pouvoir ont décidé de construire de grands ensembles urbains entre 1960 et 1970 en France. À l'heure actuelle, ces quartiers sont en voie de ghettoisation et les habitants qui y vivent sont défavorisés dans la précarité. La population initiale de ces cités était des ouvriers et des employés, et devinez quoi, ils ont fui ces grands ensembles urbains. La population actuelle vivant dans les ghettos, ce sont des pauvres, des immigrés et des jeunes en galère. Ils sont désignés souvent par les médias qui essayent de véhiculer un message implicite de peur à l'encontre de ces trois catégories de personnes. Ils les désignent, les jeunes en galère, comme étant des délinquants en puissance, les immigrés comme étant des victimes des inégalités sociales, les pauvres comme étant des personnes en fin de droit de chômage, donc des cas sociaux qui survivent grâce aux aides sociales. Ce sont pour les médias la nouvelle classe dangereuse, peut-être aussi pour certains politiciens. Donc, cette ville du nord-ouest de la France, elle compte, c'est une ville moyenne, elle compte 51 000 habitants et à l'intérieur desquels il y a 12 000 qui vivent dans les ghettos. Donc, ceux qui vivent dans les ghettos, ce sont des familles monoparentales, évidemment, pas que. Il y a des familles qui sont pauvres, évidemment, toutes les familles qui sont pauvres ne vivent pas dans les ghettos. On peut se demander, les sociologues se sont posé la question de savoir si ces habitats avaient initialement pour but de devenir des quartiers d'habitat social français. Le terme ghetto, il est d'origine hébraïque ce mot. C'était l'endroit où les juifs devaient résider, des endroits clos, la nuit. Ensuite, ce terme a été utilisé pour désigner aux États-Unis les quartiers juifs, puis italiens, et finalement les quartiers où résident les personnes de couleur. C'est Worth en 1928 qui nous le dit. Situation de la cité des enfants perdus en 2009. Il y avait une importante précarisation des habitants, un territoire qui est fortement ethnicisé.
faisant l'objet d'une politique socio-urbaine minée par des conflits d'ordre politico-institutionnel, avec une forte visibilité d'une jeunesse qui est désœuvrée et qui est stigmatisée. Stigmatisée signifie que on habitue, les forces de l'ordre habituent des personnes à ce que l'on utilise à leur encontre des pratiques qui sont dépersonnalisantes. La situation des habitants des ghettos. Les habitants des cités sont victimes d'une forte ségrégation et de discrimination raciale. Qui, notamment les jeunes, pas que évidemment, mais les jeunes sont facilement repérables dans la rue, bien plus que des pauvres. Donc ils sont victimes d'une forte ségrégation et discrimination. Ségrégation du latin segregare, on impose à un groupe d'individus d'être séparés des autres. Cette imposition va de fait ou va de droit. On constate ici dans les quartiers, donc les ghettos, que les individus sont séparés des autres, donc là c'est un fait. Et quand quelqu'un commet un acte qui est inacceptable aux yeux de la société, il va en prison, donc de droit, il est séparé des autres. Donc de ce fait, ils ont développé un mode de vie et une organisation spécifique. Ils sont capables de s'organiser collectivement de manière indépendante, de manière autonome, pour dépasser les épreuves de la ghettoisation et ainsi préserver l'estime d'eux-mêmes. Socio-historiquement, Merlin, en 1998, il déclare qu'il y a 4 caractéristiques pour dire que c'est un ghetto ou non. Est-ce que c'est un espace urbain qui est imposé par le pouvoir à une catégorie de la population? Est-ce que c'est un lieu ethniquement homogène? Est-ce qu'il est stigmatisé de l'extérieur et au sein duquel il existe une micro-société interne? Il se trouve que la Cité des Enfants Perdus possède ces 4 caractéristiques. Il y a une valeur importante dans la cité, c'est de ne pas oublier d'où l'on vient. De ne pas oublier ce que nos parents nous ont inculqué, évidemment si c'est positif. Donc en fait il faut savoir qu'à partir du moment où on est en proie à des discriminations et à du racisme, eh bien on va revendiquer sa culture d'origine pour préserver sa dignité. Et donc effectivement, on constate que dans les ghettos, eh bien, il y a des codes particuliers, donc des normes particulières, et donc une culture de quartier comme il y a un langage de quartier. La Perroni nous dit en 2008 que le ghetto, il suppose une ségrégation forcée et non choisie, imposée et non élective. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de votation pour séparer ces individus des autres. Les habitants y vivent contraints, ne pouvant aller ailleurs, tout en aspirant au départ. Et finalement, il faut savoir que dans cette ville du nord-ouest de la France, eh bien, elle concentre un tiers des administrés de moins de 20 ans. Donc, au passage, Becker nous dit qu'à partir du moment où des gens ont des codes sociaux et culturels qui sont différents, eh bien, ces personnes sont différentes de la moyenne et donc déviantes. Quel est le processus de ghettoisation? Eh bien, on l'a vu, une forte précarité. En 1990, il y a 21% de moins d'emplois dans les industries, dans les usines, ce qui amène une forte précarité. Ces emplois donc n'ont pas été remplacés par d'autres postes. Toujours dans ce processus de ghettoisation, on constate que dans ces quartiers, eh bien, la majorité de la population est d'origine étrangère. En soi, ça ne pose évidemment aucun problème. Simplement, on s'aperçoit que quand on sillonne les rues, eh bien, on a l'impression dominante qui en ressort, c'est que ce sont des quartiers qui sont relativement homogènes d'un point de vue ethnoculturel, ce qui donne lieu à un marketing politique ethnique. En 1994, le vigile d'un supermarché, dans une bagarre, il va causer la mort d'un jeune de quartier, ce qui va avoir pour conséquence des émeutes urbaines et de la violence urbaine. En 2005, la cité s'embrase. Il y a des affrontements avec les forces de l'ordre
et un niveau de dégâts matériels jamais atteint jusque-là. Selon Guadzhou, il nous dit ça en 2007, ça a marqué les esprits, ça a traumatisé les gens, ce qui s'est passé en 2005. Et donc il y a eu une médiatisation locale et nationale pour, soi-disant, des problèmes d'insécurité. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne répond pas aux attentes sociales des gens. Pourquoi est-ce que l'on utilise encore les armes et la force alors qu'on a la capacité de parler et de trouver des solutions ensemble? Le jour où nos pères, PAIRS et PE accent grave RES, arrêteront les guerres dans ce monde, j'ai l'utopie de croire qu'il n'y aura plus de guerre dans nos écoles entre nos enfants. Il faut savoir que, quitte à choisir un enfant entre vos paroles et vos actes, ce qu'il choisira d'imiter, eh bien, ce sont vos actes et non pas vos paroles. Donc c'est sûr, nous avons besoin des hommes et nous n'arriverons pas à retrouver la paix sans les hommes. Suite à ces émeutes, quelle a été la réponse du pouvoir public? Eh bien, ils ont dirigé leurs actions en direction d'un renforcement du contrôle social des jeunes de la Cité des Enfants Perdus. Ils ont renforcé donc les contrôles policiers, ils ont imposé un couvre-feu qui a duré 10 jours, de 22h à 6h, qui concerne les enfants comme les adultes. Ils ont mis en place un service de prévention spécialisé faisant la promotion de la responsabilité des parents. Bon, voilà leur réponse. Le couvre-feu, ce sera le plus dur de France. Il a pénalisé tout le monde sur une partie de la Cité des Enfants Perdus. Jusqu'à 3 ans après les émeutes de 2005, c'est-à-dire jusqu'à fin mai 2008, il y a 3/4 de CRS qui ont quadrillé le quartier de la Cité des Enfants Perdus, plus une demi-compagnie de CRS présente en permanence. Je me demande s'ils n'ont pas mieux à faire. En 2005, pour l'exemple, un jeune émeutier a pris 6 ans de prison. Ça calme les autres de toute évidence. Les prisons, on le verra dans un exposé plus tard, elles sont remplies de gens qui n'ont rien à y faire. Les jeunes reconnaissent eux-mêmes que la répression elle est efficace pour maintenir la paix sociale à court terme. De la même manière, on ne tape pas un enfant pour l'éduquer. Ça fonctionne à court terme, ça a des effets négatifs à long terme. Donc ici, face aux oppressions, face aux humiliations qui font souffrir les habitants de ces quartiers, eh bien, la crainte de la répression, les jeunes le disent eux-mêmes, elle ne peut pas durer éternellement. Je me demande donc, que font les gens à qui l'on a cédé une partie de notre pouvoir? Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas aux attentes sociales? Tant qu'on ne règle pas le fond du problème, il se représente. Et en l'occurrence, je me demande si on éduque ou on n'éduque pas nos citoyens. Les médias et le sens commun. Sous l'influence médiatique, s'est développée une peur de la jeunesse des quartiers populaires. Ils ont décidé, les médias ont décidé de se focaliser sur une minorité de jeunes. Eh bien, ça ne représente évidemment pas tous nos jeunes, mais ils se sont focalisés sur ceux qui accomplissent des actes de violence et de délinquance. Et donc, contrairement à ce que dit le sens commun et ce que disent les médias, eh bien, ce qu'ils essaient de nous faire croire, la majorité de nos jeunes, en fait, eh bien, ont le sens de la moralité. Du coup, à quoi est-ce que ça sert d'utiliser ces gens pour véhiculer une peur? Eh bien, au niveau politique, ça a une fonction. Ça permet de produire un sentiment d'insécurité qui légitimise le développement d'une politique plus sécuritaire. Ça a aussi une fonction qui est économique. Les médias, ils créent la peur des banlieues périphériques populaires. Parce que simplement, c'est une ressource financière, donc elle est largement exploitée par les médias. On continue avec le sens commun.
les acteurs sociaux, les agents municipaux, les responsables associatifs et d'autres ont un sens commun. Le sens commun, je le rappelle, c'est une idée, une opinion, une croyance d'une majorité d'individus à un moment donné, dans un endroit donné. Donc, ici, le sens commun dit que les Africains, ils auraient importé en France des conflits de chez eux. Et donc, qu'il y aurait une reproduction des antagonismes de leurs parents. En réalité, cela n'a pas d'influence sur les relations qu'entretiennent les jeunes entre eux. Je ne sais pas, ils ne savent pas eux-mêmes, les jeunes, donc si c'est dû à une méconnaissance de la situation réelle ou à de l'opportunisme. Quoi qu'il en soit, en réalité, les gens se regroupent effectivement par affinité familiale et communautaire, avant tout pour être solidaires, pas pour venir opposer en France son origine ethnique spécifique. Donc, par contre, il y a des papis, ce qu'ils appellent des papis, ce sont des vendus. Eh bien, ce sont des personnes qui exagèrent stratégiquement l'importance de l'organisation ethnique du quartier pour idéalement obtenir une place de choix, d'importance, comme devenir maire par exemple, pourquoi pas. Donc, ces gens s'organisent en association, ces papis s'organisent en association pour devenir des interlocuteurs des pouvoirs publics en prétextant représenter des communautés, en prétextant bien connaître les jeunes et leurs besoins et en prétextant à nouveau vouloir améliorer leurs conditions. En réalité, ce sont des imposteurs qui agissent seulement pour eux-mêmes. Il y a d'ailleurs l'un d'entre eux qui a été arrêté pour avoir subtilisé l'argent des maisons des quartiers. Donc finalement, les jeunes disent, pour être honnête, il n'y a personne qui fait quelque chose pour nous, c'est toi et ta galère, c'est la débrouille. Et c'est un sentiment qui est généralisé. Quel est le point de vue des jeunes sur leurs conditions de vie, sur les conditions de vie en général? Eh bien, ils constatent que le coût de la vie ne cesse d'augmenter alors que les salaires, eux, eh bien, stagnent. Au profit d'une classe sociale, au profit de tous les politiciens, disent-ils. Il y a donc une augmentation du coût de la vie qui concerne les loyers, l'essence, le prix des denrées. En Suisse, on a aussi un gros problème au niveau des assurances. On a des politiciens qui sont là pour faire en sorte de réguler tout ça, mais on a pour une personne des assurances qui mensuellement coûtent l'équivalent à peu près d'un loyer. Il y a un petit problème. En gros, même, je dirais. Ensuite, par rapport au travail, les filles et les femmes, elles ont plus de chances d'avoir un emploi, même si généralement il est peu valorisant. Pourquoi? Parce qu'elles incarnent en fait moins la figure de désordre. Elles suscitent moins de crainte dans le monde du travail. Les garçons, eux, les hommes, ils ont des problèmes même pour rentrer dans une boîte de nuit. C'est le cas d'un des jeunes, probablement pas que d'un, malheureusement. À partir du moment où on est de couleur arabe ou issu de quartier populaire, ça devient compliqué. En l'occurrence, pour une personne de couleur, ce qui lui est arrivé, c'est qu'un vigile lui a dit « Il y a déjà 10 personnes de couleur dans ma boîte de nuit, je n'en veux pas d'un 11e ». Le sentiment général éprouvé par les jeunes, quotidiennement méprisés, mal considérés et souvent humiliés par les représentants de la société intégrée, les jeunes sont conscients de faire partie de la classe populaire, mais ils se sentent impuissants pour contester les injustices dont ils se sentent être victimes. Les politiciens représentent selon eux et aussi selon moi les principaux responsables des conditions de vie misérables dans lesquelles ils se trouvent. C'est en grande partie produit par les puissants qui, au lieu de servir l'intérêt général, utilisent leur pouvoir pour se servir personnellement. Revenons au travail. Pour les jeunes en âge de travailler, il y a souvent rien. S'ils en avaient un, les jeunes ne galéreraient pas autant dans les cages d'escalier.
Les agences d'intérim disent ne pas avoir de travail pour eux. Pourtant, quand on fait l'expérience d'envoyer pour un même poste 2 personnes de 2 couleurs différentes, pour la personne blanche, il y a du travail, pas pour la personne de couleur. Donc, les jeunes pensent être victimes de discrimination négative, pénalisés parce que d'origine étrangère et socialement étiquetés négativement. Dans ce contexte de discrimination, certains jeunes se découragent plus vite que d'autres pour chercher du travail. Pas de travail, beaucoup de discrimination, beaucoup d'injustice. Il y a pourtant des jeunes qui se lèvent tôt pour aller chercher du travail dans les grandes villes, mais ça a un coût et pas tout le monde peut se le financer. Pour possiblement en plus aucune proposition de travail, attention à l'estime de soi, ou pour un bad job, ce que l'on appelle un bad job, c'est un petit emploi qui est peu rémunéré et là, eh bien, ça dégrade l'estime de soi. Donc trouver un travail d'une journée, c'est super. Toutefois, c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant et c'est pas sécurisant. Il y a d'autres individus, d'autres jeunes qui restent dans les cités, étant donné qu'il semble n'y avoir aucun travail pour eux. Et pour conserver l'estime d'eux-mêmes, eh bien, ils se débrouillent pour se faire de l'argent. Comment ? Eh bien, ils sortent des lignes de vêtements, ils vendent des albums de musique, c'est vrai. Bien, certains vendent des plaquettes de shit. C'est dans l'espoir de mettre de l'argent de côté pour partir sur un bon projet honnête. Le plus souvent, il s'agit donc de petites délinquances. On télécharge des films, on les revend, on part à l'étranger et on ramène des bijoux, des t-shirts que l'on revend sur place. Et donc, pour revenir encore à un dernier point, eh bien, les jeunes de ces cités, ils parlent de quotas utilisés par les patrons, des quotas qui définiraient le nombre de personnes de couleur ou arabes pouvant travailler pour ces entreprises. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, à vérifier. François Dubet, il nous parle des jeunes, particulièrement des jeunes parce qu'ils sont touchés par le retour, dit-il, en 2008, de l'insécurité sociale. C'est-à-dire, l'insécurité sociale, c'est en fait un accès difficile aux ressources financières et aussi à la reconnaissance sociale. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes, pour quand même conserver l'estime d'eux-mêmes ? Eh bien, ils trouvent des stratégies alternatives. La débrouille. La débrouille, ça permet de garder dès lors leur dignité en tant que sujet libre, de disposer d'eux-mêmes, de ne pas détruire leur identité, ni leur subjectivité, ni leur autonomie en exécutant un travail aliénant, épuisant, stressant et stupide. Il faut savoir que le travail, il est essentiel en tant que support de l'identité. Donc, ce sont des débrouillards. Ils ont des capacités qui sont individuelles et collectives pour trouver des solutions, même illégales, pour quand même accéder à des ressources. Ils ont donc la rage, mais ils se débrouillent. La police de proximité maintenant. Les jeunes dénoncent le manque d'une réelle police de proximité. Les flics, les policiers donc, ce sont généralement des anciens du quartier. Ce qui se passe, c'est que pour sortir de la galère, pour en sortir, en dernier recours, les jeunes interviewés se disent être prêts d'entrer dans l'armée et ainsi potentiellement de devenir gendarme. En revanche, devenir policier est une éventualité qu'ils se refusent même d'imaginer. Ils ont majoritairement, de par ce qu'ils vivent quotidiennement, en horreur les policiers. Pour reprendre le fil, donc les flics, les policiers, ce sont généralement des anciens du quartier. Ils sont étiquetés par les jeunes comme étant des traîtres parce qu'ils sont devenus policiers. Et donc, le rôle du policier leur confère un certain pouvoir, une certaine supériorité. Leur plaque les rend en quelque sorte intouchables. On peut se demander si certains d'entre eux ne se vengent pas de mauvais traitements qu'ils auraient subis dans le passé de la part de jeunes du quartier. En tout cas, ce rôle de policier leur confère une légitimité et une protection pour laver éventuellement les affronts qu'ils ont dû vivre dans leur jeunesse en faisant la misère à tout le monde. Ce qui se passe, c'est que
il y a eu des bagarres qui impliquaient 2 jeunes en particulier. La police municipale s'est déplacée mais n'est pas intervenue. Ce sont les habitants du quartier qui ont dû les séparer. Ces non-interventions, elles sont perçues par les jeunes comme du mépris de la part des policiers à leur encontre, voire comme du racisme. Finalement, eh bien, il y a un jeune qui s'étonne. Les espaces stratégiques de la cité, ils sont équipés, ces espaces sont équipés de caméras de vidéosurveillance. Ces vidéosurveillances sont reliées au quartier général de la police municipale. Donc, à partir du moment où il y a des bagarres dans le quartier, ils sont censés intervenir. Pourtant, c'est toujours les habitants du quartier qui séparent les individus en train de se bagarrer. Donc, la police, elle intervient en centre-ville pour séparer des individus qui se battent, pour éviter que cela dégénère et qu'un des protagonistes soit grièvement blessé, ce qui paraît être tout à fait normal. Alors, on peut se poser des questions, on peut se demander, est-ce que l'on a bien fait de donner ce pouvoir à la police, le pouvoir de nous protéger? Oui, c'est le pouvoir de nous protéger. Il n'y a pas d'autre chose. Là, on a affaire à une force armée d'oppression. À l'époque, en tout cas, il était facile, entre guillemets, de devenir policier. Il suffisait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou non, à vérifier, il suffisait pour devenir policier de suivre une formation de 3 mois pour avoir un droit de port d'armes. Les gendarmes qui sont des militaires eh bien, sont plus formés que les policiers qui suivent une formation qui dure juste 3 mois. Ça se ressent dans la manière qu'ont les jeunes de considérer ces militaires, ces gendarmes. Ils les trouvent plus sécurisants, plus respectueux des gens, plus compréhensifs, moins dangereux et surtout plus professionnels. C'est ici la force armée de protection. Dans le cadre de la protection de l'enfance, notamment, il y a un sentiment d'oppression des personnes qui sont en difficulté. Elles n'ont pas le sentiment d'avoir un allié chargé de les défendre face aux différents représentants des pouvoirs politiques et institutionnels. Par rapport donc, à ces services sociaux, dans la cité, les jeunes, ils ont majoritairement un avis négatif à leur encontre. Les services sociaux apparaissent comme étant des producteurs d'une certaine violence institutionnelle et judiciaire à l'égard des plus fragiles. Ce qui se passe, c'est que dans la cité, dans celle-ci et dans d'autres, il y a beaucoup de mères qui ont des problèmes avec les services sociaux et ce sont les enfants qui en pâtissent et cela peut malheureusement vite dégénérer. J'aimerais rester sur ce qui suit toute l'éternité. En fait, il y a un réel impact des relations qui sont diversifiées, c'est-à-dire un immeuble composé d'une population totalement hétérogène. Ça fait quoi? Ça fait une intégration sociale réelle, un enrichissement personnel. Ça permet de revendiquer son ethnie et ses codes si on en a l'envie ou le besoin. Et ça forme contre la stigmatisation. Donc merci Monsieur Pascal Chanton d'avoir œuvré pendant 40 ans auprès des jeunes et d'avoir fait en sorte d'amener dans les résidences de l'hétérogénéité à appliquer partout. La présence des policiers dans le quartier est vue, perçue par les jeunes comme étant de l'intrusion. Ils voient les policiers comme une force de domination et de provocation. Attention, quand on parle de domination ou de soumission, il y a l'amour-propre qui va avec. Les policiers représentent le bras armé des dirigeants politiques qui les oppriment, les dominent, les excluent et les stigmatisent. Les policiers ont un rapport ludico-provocateur avec les jeunes à armes inégales, parce que les policiers peuvent légalement utiliser violence et armes à feu. Il y a certains policiers qui galèrent autant que certains des jeunes du quartier. Et donc pour rompre la monotonie des rondes,
certains policiers sont prêts à faire monter le taux d'adrénaline et ainsi en provoquant les jeunes. Finalement, comme s'ils souhaitaient que la cité s'embrase à nouveau un an après. Ils disent « on va te contrôler, t'as un problème ?» Donc ils cherchent la petite bête. Ils sortent directement le taser ou la matraque. Ils attendent juste que ça chauffe pour taper. En passant en voiture, par exemple, ils font des bras d'honneur, nous dit un jeune, ou probablement même peut-être plusieurs, vu qu'il y a des entretiens qui sont collectifs. Donc en passant en voiture, ils font des bras d'honneur, ou juste comme ça pour nous chercher, nous provoquer, nous arrosent avec une bombe lacrymogène. Les jeunes considèrent cela comme du harcèlement, évidemment, menant parfois, forcément, à la perte de contrôle contre tant d'injustice, et donc à une riposte qui est dérisoire, car évidemment, ils n'ont pas les mêmes moyens. Weber, en 1963, il nous dit que les jeunes, ils ont conscience que les policiers représentent l'État, seul autorisé juridiquement à pouvoir mobiliser de la violence physique dite légitime pour soi-disant maintenir l'ordre. En général, les jeunes rencontrés, donc durant cette expérience, ils associent les policiers intervenant dans leur cité à la minorité des pires, nous dit Elias et Scott Stone en 1997. Et ça concerne notamment les brigades de roulement et des bacs de nuit. Il y a un sentiment qui est partagé par une majorité, donc une grande partie des jeunes qui vivent dans les cités, c'est que à partir du moment où on est d'origine africaine, que l'on vit dans une cité, eh bien, ils ont le sentiment de ne pas être humains face à la police, face aux membres de la police. Et finalement, Dubay nous décrit un environnement qui est sans pitié, où seuls les plus forts, ceux qui par la ruse ou par la force arrivent à se faire respecter et à tirer leur épingle du jeu. Les policiers tentent d'imposer un rapport de force en cherchant à obtenir la soumission des jeunes des cités. Les jeunes disent qu'il y a beaucoup de mauvais flics et finalement peu de bons. Ils disent aussi que le problème avec les policiers, c'est quand ils sont assez nombreux. Là, ils ont tendance à narguer, ou pire, à les contrôler de façon humiliante ou à leur faire subir des violences qui sont injustifiées. Il y a un consensus de la part des jeunes. Ils sont d'accord pour dire qu'il y a des pratiques policières qui sont inacceptables. Les premiers responsables des phénomènes de violence sont les forces de l'ordre. S'il n'y avait pas de bêtises de la part des policiers, il n'y aurait pas de bêtises de la part des jeunes. Les émeutes, elles sont rares et pourtant elles sont attendues parce que libératoires. Il y a des humiliations qui se sont accumulées, des confrontations qu'ils ont subies. Et là, pour eux, c'est l'occasion de se venger à la hauteur qu'ils le souhaitent, pour préserver leur dignité. Ainsi, ils répondent à la violence sociale qu'ils subissent quotidiennement par de la violence collective et qui signifie qu'ils sont exaspérés collectivement et pas du tout dans un but criminel. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, je le répète, c'est pour montrer à quel point ils sont exaspérés collectivement de subir ce qu'ils subissent quotidiennement. Il existe donc des bons policiers, c'est le point de vue d'une minorité de jeunes qui dit ça, qu'il existe des bons policiers, faisant humainement leur travail de maintien de l'ordre et de protection des gens. Dubay, en 2007, nous dit que la police elle est raciste quand elle demande systématiquement leurs papiers à ceux qui sont pourtant des Français comme les autres. Elle est brutale quand elle interpelle les jeunes et leurs parents. Elle piège les jeunes,
elles occupent militairement leur cité dans une sorte de guerre civile larvée. Alors, larvé, c'est un conflit qui n'a pas encore explosé. De plus, cette police ignore que ces jeunes sont les premières victimes de la délinquance et ne les en protège pas. Dans bien des quartiers, les policiers, souvent jeunes eux-mêmes, finissent par se conduire comme une bande rivale, une bande finalement adverse aux jeunes, qui accumule des dettes et des règlements de compte avec les jeunes des cités. En 2007, Dubay nous parle d'une police qui serait irréprochable. C'est-à-dire, il dit, même dans le cas où la police serait irréprochable, je ne vois pas comment elle pourrait ne pas cristalliser la rage des jeunes qui galèrent dans des quartiers où l'on finit par ne plus compter que sur soi pour maintenir la paix. On l'aperçoit, cette police, comme inacceptable car elle entérine un ordre injuste. Adoptons une autre perspective des ghettos. Le quartier, il est ressenti par les jeunes débrouillards comme un espace qui est malgré tout sécurisant, parce qu'ils connaissent presque tout le monde. Ils ont leurs repères. C'est un lieu donc de sociabilité et de convivialité. Figurez-vous que dans la rue, ces gens se parlent. Bizarre, hein? Non, normal. Bon, c'est un lieu où les relations d'interconnaissance sont fortes. La cité est un espace qui est confiné, oui, au sein duquel il y a des rapports de solidarité et d'amitié qui peuvent s'exercer et souder les citoyens. Il y a donc de la solidarité pour accomplir des choses morales, notion de bien ou de mal, ou des choses qui sont amorales. Cela fait 30 ans qu'il y a une politique publique correctrice. Correctrice. Alors, on est censé éduquer, pas corriger. Bon. Il y a une routinisation des processus de stigmatisation. De plus en plus, ça devient une routine, ça devient une habitude que d'utiliser ces processus de stigmatisation à l'encontre des citoyens des cités et notamment des jeunes, on l'a vu. On est, ou en tout cas on a été dans un processus de déshumanisation, de chosification. Axel Honneth nous dit que des individus sont chosifiés. À partir du moment où ils sont chosifiés, eh bien, on peut leur faire subir toutes sortes de violences. Faire subir toutes ces violences a été une chose. Maintenant, il s'agit de reconnaître l'utilisation de ces processus mortifères et mettre en œuvre une politique de reconnaissance basée sur la reconnaissance mutuelle que nous sommes des acteurs, que nous sommes tous des acteurs égaux et singuliers à la fois. C'est ici une posture universaliste et différentialiste. Finalement, en 1975, Goffman nous dit: en pratique, ça revient à établir une relation de communication dans laquelle le jeune, il est considéré comme un citoyen à part entière, ayant les mêmes droits que l'ensemble des autres citoyens. Et il faut donc que les policiers ou que tous les gens qui interagissent avec les habitants de quartiers populaires, mais finalement ça concerne tout le monde, il n'y a pas de raison de se comporter différemment avec une certaine partie de la population. Enfin, donc il s'agit pour toutes ces personnes qui sont en contact avec les habitants de ces cités de faire en sorte qu'ils interagissent, qu'ils fassent en sorte d'interagir comme s'ils étaient avec un être complexe et singulier, ce qu'ils sont. Ce sont des êtres complexes et singuliers, et non pas comme des représentants d'une catégorie stigmatique ou stigmatisée. Qu'ils arrêtent de les voir comme des gens différents et comme des gens à exclure. Voilà.
La vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que la qualité de la vidéo est meilleure que la dernière fois. En même temps, ça ne va pas être trop compliqué non plus. C'était vraiment pas très bon. Donc, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on est le 24 décembre au soir, il est 23h30. Et le seul cadeau que je pourrais me permettre de vous demander, ce serait de partager cette vidéo. Partagez-la si elle vous a plu. Vraiment,